juste peut-être un rappel du périmètre du sage d'Espère, en fait, qui est ici en grenat avec une perturbation de l'eau sur cette donc juste le périmètre, rappel sur le périmètre du sage, qui est un grand sage à l'échelle de la région, puisqu'il fait de l'ordre de 3900 km² avec plus de 7000 km de cours d'eau, et notamment de la Loire avec les Verts, et puis pas mal de marais. Donc Frédéric en a parlé, un rapide retour sur la géologie, le fonctionnement hydraulique au niveau du sage, donc un fleuve majeur qui est donc la Loire évidemment avec sa nappe alluviale, des zones de marais, notamment les marais de Brière et puis les marais de Sud-Loire, et puis une géologie globalement imperméable ailleurs, ce qui donne finalement des ressources en eau essentiellement superficielles, et peu de réalimentation en période d'étiage du cours d'eau par les nappes, ce qui peut conduire, et ce qui conduit d'ailleurs à des étiages généralement sévères. Comment est-ce qu'on suit ces cours d'eau? Donc, au niveau de l'État, on a un réseau assez étendu de mesures et de stations qui sont ici illustrées, avec finalement des mesures de débit en continu. Un premier réseau qu'on peut retrouver sur Hydro-France, ce sont les mesures différées, expertisées, qui sont confrontées aux mesures d'avant, donc qui sont bien consolidées. D'autres éléments qu'on utilise notamment lors des arrêtés cas de sécheresse, qui est le réseau Colial, donc là c'est des mesures tous les 2 jours en période d'étiage. Et puis un réseau dit Visu-Cru, donc ça c'est le réseau des données brutes qu'on peut constater. Sur votre territoire, il y a peu de stations parce que beaucoup de masses d'eau sont sous influence maritime ou sont réaménagées, donc c'est pas forcément pertinent d'en mettre. Donc là je vais parler des réseaux d'État. D'autres structures, notamment les syndicats de marais, possèdent des suivis, notamment donc dans les marais, je pense au SAH et au syndicat de bassin versant du Brivet, qui possèdent pas mal d'échelles manométriques. Et puis aussi, on a un suivi des étiages, donc là, il y a plutôt un suivi terrain par le réseau ONDE, l'Observation nationale des étiages, donc qui a défini sur le réseau un certain nombre de sections sur lesquelles il vient constater en période d'étiage. Et en fait, les étiages sont caractérisés par un écoulement visible, peu visible, invisible et à sec. Donc ça permet de caractériser. Et puis je dirais, en période d'arrêté de sécheresse, c'est une aide à la décision pour déclencher ou pas les mesures, et ça c'est un sujet qui sera abordé ultérieurement. Sur cette carte, là, vous voyez un petit peu la caractérisation des étiages, en fait, on a fait un débit d'étiage sur le débit mensuel, ce qui donne globalement des étiages assez sévères sur l'estuaire de la Loire, avec un peu moins sévère sur l'herbe, mais d'une manière générale assez sévère. Zoom sur Propluvia. Donc Propluvia, c'est quoi? C'est une application du ministère de l'écologie sur laquelle on peut retrouver les arrêtés cas de sécheresse qui sont pris, donc ça c'est en période d'étiage, et les cartographies qui sont associées. Donc ce qui est intéressant, c'est que non seulement on les a en direct, mais on peut aussi faire un historique sur ce qui s'est passé les années antérieures, et puis on peut voir l'évolution à la fois annuelle, mais aussi, ce que je viens de dire, sur les années précédentes. Donc c'est un outil qui est assez intéressant, qui est aussi accessible à tous. L'observation des étiages. Alors qu'est-ce qu'on constate finalement? C'est qu'on a des assecs assez fréquents, donc ça c'est évidemment connu de tous, mais on constate probablement de plus en plus tôt et de plus en plus tardif. Donc ça c'est peut-être une nouveauté. Donc comment est-ce qu'on gère ces étiages? Eh bien, via la gestion conjoncturelle de la ressource, et plus particulièrement via les arrêtés cas de sécheresse qui sont pris et qui, en fonction de la gravité de la pénurie, entre guillemets, proposent ou déclenchent des mesures plus ou moins contraignantes pour les différents usagers. Et puis, je citais l'année 2017, en fait, qui était une année assez difficile, voire très difficile, où, à l'échelle de la région, on a pris plus de 70 arrêtés cas de sécheresse, donc, ce qui est assez énorme, en fait, et on en prenait pratiquement toutes les semaines, tellement la situation se passait mal. À ce stade, en fait, on a le constat actuel, c'est qu'on a, alors ça c'est un constat à l'échelle de la région, hein, on a de l'ordre de 72% des cours d'eau de la région qui sont impactés par une adéquation entre la ressource disponible et les usages de cette ressource. Donc là, il y a un vrai problème qui impacte évidemment la biodiversité et les habitats aquatiques, notamment forcément la population piscicole pour la reproduction et pour ses simples déplacements. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des assecs, non pas des assecs, mais des étiages sévères
dès le printemps parfois, donc, qui est la période de reproduction des poissons. Et ça impacte forcément l'ensemble des habitats aquatiques. Ça a aussi des impacts sur la qualité de l'eau, puisque moins d'eau, ça veut dire moins de dilution, donc plus de pollution diffuse. Des risques de conflit d'usage, puisque lorsque la ressource est moindre, il faut quand même malgré tout continuer à se la partager. Donc là, on n'en est pas encore là, mais ça peut assez rapidement arriver. Et puis forcément, des impacts économiques potentiels, je pense notamment à l'agriculture et à l'industrie, puisque lorsqu'on parle d'étiage, on réduit, on contraint l'usage de l'eau, forcément, ça a un impact sur les productions diverses. Juste une diapo en fait sur les principaux usages. Donc là, c'est à l'échelle de la Loire-Atlantique. Donc on voit que l'usage prédominant, c'est l'eau potable, qui représente de 80% en fait de la consommation. Ça, sont les chiffres 2016. Et puis derrière, c'est l'irrigation, de l'ordre de 20%, et puis l'industrie de l'ordre de 4%, avec une répartition entre les eaux souterraines et les eaux de surface de l'ordre de 60% de la provenance de l'eau souterraine, pardon. D'eau de surface, pardon, 60% de surface. Donc à l'échelle de la région, donc, cette consommation, en fait, c'est plutôt une réduction des prélèvements industriels, une relative stabilité des prélèvements pour l'eau potable, et puis une lente augmentation des prélèvements pour l'irrigation. Alors évidemment, pour l'irrigation, c'est forcément lié à la climatologie, donc il y a de fortes variabilités interannuelles. Les perspectives du changement climatique, donc on a une baisse prévisible des débits d'étiage et des débits moyens, et une augmentation de la durée et de la fréquence des sécheresses. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant, qui s'avère de plus en plus. Dans nos régions, on pourrait avoir des baisses de l'ordre de 40 à 50% des débits d'étiage. Donc c'est ce qui est très significatif et très important. Donc dans ce cadre-là, en fait, le bassin Loire-Bretagne a décliné un plan d'adaptation au changement climatique qui date d'avril 2018, dans lequel à la fois il acte la sensibilité de la région, du bassin à la disponibilité de l'eau, et puis il propose un certain nombre de dispositions, de mesures, d'actions qui pourraient permettre de s'adapter ou à minima de limiter les effets du changement climatique. Donc, parmi ces possibilités, ces actions qu'on pourrait mener, donc comment s'adapter? Donc il faut à la fois agir sur la gestion structurelle et conjoncturelle. Donc, la gestion structurelle, c'est déjà, il y a un volet optimiser la gestion de l'eau potable, notamment par l'économie de l'eau l'économie et puis aussi la modernisation des réseaux, même si beaucoup de choses sont faites sur ce sujet-là. Il y a également améliorer la connaissance de la ressource disponible et la diffuser, donc ça c'est un vrai sujet, qui a déjà été évoqué par Frédéric tout à l'heure pour les eaux souterraines, mais c'est aussi un sujet pour les eaux superficielles, et notamment mener des études du volume prévable sur les différents territoires et encourager une gestion volumétrique et collective intégrant tous les usages. Donc ça c'est très important qu'on connaisse la ressource disponible pour qu'on puisse la partager équitablement en fonction des différents usages, mais ça sous-entend déjà de la connaître. Adapter les usages à la ressource disponible, donc ça semble être une évidence, mais encore faut-il le mettre en œuvre. Dans ce cadre-là, il faut développer les processus industriels économes de l'eau, développer en agriculture des techniques qui consomment moins d'eau, et notamment des assolements qui pourraient être plus adaptés au territoire, et puis aussi mieux encadrer les prélèvements par période, j'entends par période hivernaux et puis estivaux. Sensibiliser l'usager à la valeur de l'eau, donc ça c'est tout le volet communication et de sensibilisation qu'il faut aussi mettre en œuvre, et notamment, je pense qu'il y a pas mal de pédagogie à faire sur l'impact et puis la valeur de l'eau. Mener des actions sur les milieux, donc ça il y a beaucoup d'actions sont déjà entreprises au niveau des sages, et notamment, mais il y a aussi pas mal de travail sur la maîtrise de l'étalement urbain, la réhabilitation des zones humides, la limitation de l'artificialisation des sols, et puis aussi améliorer la continuité écologique. Donc toutes ces actions sur le milieu contribuent aussi à la préservation de la ressource.
Elle promouvoit des initiatives locales et privilégie une approche collective et multi-usage de la gestion de la ressource en eau sur un territoire cohérent. Donc ça, c'est l'idée de mener à l'échelle d'un territoire une démarche collective et puis de façon à ce qu'on approche la ressource en eau de façon la plus pertinente possible et en comprenant tous les usages. Et puis enfin, améliorer la gestion de l'eau lors des épisodes de sécheresse. Donc ça, c'est plutôt le volet gestion conjoncturelle qui sera développé tout à l'heure. Donc anticiper la crise, l'idée étant d'éviter d'y arriver, et puis de disposer d'un ATK de sécheresse avec des mesures réellement efficaces.